Bonjour. Alors, lors de mon intervention qui traitait du paradoxe dit du chat de Schrödinger, je vous avais laissé en concluant que ce qui détermine la réalité du monde physique, que nous observons au travers de mesures, donc par l'intermédiaire d'instruments ou directement par nos sens eux-mêmes, eh bien, provient d'informations qui ne résident pas dans ce monde physique, mais dans d'autres couches de réalité indépendantes de l'espace et du temps, donc immatérielles. Et je vous disais qu'on y reviendrait en abordant le sujet de l'intrication quantique, et bien c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors on a vu avec le chat de Schrödinger que la mécanique quantique avait déjà substantiellement bouleversé la physique par le fait que les objets n'avaient plus de propriétés bien définies, mais qu'il fallait attendre de mesurer ces propriétés pour qu'elles le soient. Eh bien, le phénomène d'intrication, c'est une autre conséquence de ce formalisme de la mécanique quantique, qui indique que des objets quantiques peuvent avoir des propriétés intrinsèques qui sont corrélées les unes aux autres, quelle que soit la distance qui sépare les objets. Parce qu'Einstein lui-même n'a jamais accepté comme une réalité. Il la qualifiait d'effrayante action à distance, tout simplement parce qu'elle s'opposait aux principes qui découlaient de sa propre théorie de la relativité. En particulier un principe de localité qui stipule que des objets distants ne peuvent avoir une influence directe les uns sur les autres. Effectivement, on se rend bien qu'un objet ne peut être influencé que par son environnement immédiat. Et donc, les effets se propageaient ainsi de proche en proche dans l'espace à une vitesse finie, qui est forcément inférieure à celle de la lumière, qui est la vitesse limite indépassable de propagation de toute information dans le monde physique. C'est clair, hein, quand vous faites quelque chose à un endroit donné, il est impossible que quiconque en soit au courant plus rapidement que le temps que la lumière met pour se propager depuis vous jusqu'à la personne concernée, y compris si elle est là en train de vous regarder le faire. La lumière doit bien parcourir le trajet depuis vous jusqu'à ses yeux pour qu'elle en soit informée. C'est une limite indépassable. Et donc Einstein, avec deux de ses collègues de l'époque, avait imaginé une expérience de pensée, l'expérience dite EPR pour Einstein, Podolsky, Rosen, le nom des trois acolytes, qui invalidait ce principe d'intrication. Ah ouais, mais Einstein n'a pas vécu assez longtemps pour le voir, mais cette fameuse expérience EPR, elle a été réfutée dans le cadre d'un protocole expérimental mis au point par John Bell en 64, les non moins fameuses inégalités de Bell, qui a été réalisé pour la première fois en 82 par le français Alain Aspect et puis à maintes reprises depuis. Et donc désormais clairement établi expérimentalement que les états intriqués de la matière existent bel et bien. Et que donc effectivement les entités physiques peuvent avoir des comportements corrélés, et ce, quelle que soit la distance qui les sépare dans l'espace, et même dans le temps d'ailleurs. Pour être plus clair, hein, lorsqu'on effectue une mesure d'une propriété de l'un des deux objets préalablement intriqués, eh bien, celle-ci détermine immédiatement l'état de cette propriété pour l'autre. C'est-à-dire que la deuxième mesure, en fait, quelque part, elle est inutile parce qu'on en connaît déjà le résultat. Il a été déterminé par la première. Ce qui pose un sérieux problème de causalité selon la physique mainstream. Parce que aucun signal ne peut se propager pour véhiculer cette information, sinon une vitesse qui dépasserait celle de la lumière, puisque c'est instantané. Et on a vu que ce n'était pas autorisé dans le monde physique, d'après la relativité d'Einstein. Les deux mesures ne peuvent donc théoriquement pas être liées causalement, et le fait que le résultat de la première puisse déterminer celui de la seconde est donc pour le moins mystérieux. La seule voie qui reste encore possible pour expliquer ce phénomène reste celle dite des variables cachées non locales, c'est-à-dire des informations qui ne proviennent pas du monde physique, qui ne dépendent ni de l'espace ni du temps, qui sont extérieures à l'espace-temps et donc par définition immatérielles. Et c'est bien effectivement en imaginant que le monde physique n'est qu'une interface avec la réalité, une sorte de tableau de bord qui affiche les mesures effectuées par nos sens, que ce phénomène a priori inexplicable dans le contexte du matérialisme devient tout à fait intuitif à partir du moment où on accepte cette idée qu'il existe
par-delà le monde physique et de manière plus fondamentale, une réalité immatérielle, un univers de pure information de laquelle découle la réalité matérielle par les mesures que nos organes sensoriels opèrent sur ce monde primordial immatériel. On peut citer d'une métaphore, si vous voulez, pour mieux appréhender ce phénomène de réalités imbriquées et de corrélation des mesures sur les objets intriqués. Prenons un événement, par exemple, une rencontre sportive qui est filmée par deux diffuseurs utilisant chacun leur propre jeu de caméra. Ce que nous voyons dans notre salon sur notre écran de télé n'est évidemment pas le match lui-même, mais une image du match. Et si nous regardons simultanément les chaînes des deux diffuseurs sur deux écrans juxtaposés, les images des deux télés seront forcément corrélées, puisque ce sont deux points de vue du même match. Les images sont différentes parce qu'elles ne sont pas prises sous le même angle, mais elles sont fatalement corrélées. Si quelque chose arrive dans l'image de la télé du diffuseur 1, quelque chose de visuellement différent se manifestera dans l'image de la télé du diffuseur 2. Si par exemple les caméras des deux diffuseurs sont respectivement placées de part et d'autre du stade, lorsqu'un joueur de la TV1 se déplace de gauche à droite, il se déplacera de droite à gauche dans la TV2, bien que les deux décrivent la même réalité sous-jacente, seulement cette réalité est observée depuis des angles différents. Et les images sont donc corrélées de telle sorte qu'un changement dans l'une induit instantanément un changement dans l'autre. Quand un but est marqué dans la télé 1, il l'est aussi dans la télé 2 implacablement. Mais il n'y a aucune relation de causalité entre les deux télés. Ce qui arrive dans la télé 2 n'est pas une conséquence de ce qui se passe dans la télé 1. C'est une illusion de causalité. Tout simplement parce que ces images ne sont pas la réalité, ne sont pas le match lui-même, mais seulement des images différentes, des mesures différentes de la même réalité sous-jacente qu'est le match physiquement joué dans le stade. Or, nous n'avons pas accès direct au match, mais seulement des instruments de mesure, en l'occurrence de télévision. Et il n'est absolument pas surprenant que ce qui arrive dans l'une des télés soit corrélé avec ce qui arrive dans l'autre. Et les télés n'ont pas besoin pour ça de communiquer entre elles. Elles ne sont que des images différentes de la même chose. Eh bien, l'intrication dans le monde physique, c'est entièrement analogue à cette prise d'image par différents jeux de caméra affichés sur des télévisions. Les télévisions sont des captures du monde physique, et le monde physique est une capture du monde immatériel sous-jacent, observé depuis différents points de vue, différentes mesures. L'intrication, c'est donc juste la corrélation entre deux images différentes de la même réalité. J'y reviendrai peut-être dans une autre capsule, mais comprenez bien que le monde physique que nous percevons au travers de nos sens n'est qu'une interface avec la réalité du monde tel qu'il est en soi. Une interface qui joue le même rôle en quelque sorte que le tableau de bord d'un pilote d'avion en réalisant des mesures sur le monde extérieur pour en avoir une image qui nous permet d'évoluer avec le maximum de sécurité. Et pour ce qui nous concerne, nous n'avons accès qu'au tableau de bord. Nous n'avons pas de fenêtre transparente sur le monde tel qu'il est en soi. Nous n'avons que les mesures faites par nos instruments. Et ces mesures sont corrélées au-delà des contraintes de l'espace-temps. Elles n'ont pas besoin de communiquer via l'espace-temps pour être corrélées les unes aux autres, parce que la communication n'a pas à avoir lieu entre les images, entre les mesures. La communication se fait entre la réalité et les mesures qui sont effectuées sur cette réalité. Arrêtons donc de raisonner comme si les télés étaient le match de foot lui-même. Nous verrons alors que ce qui paraît inexplicable et totalement contre-intuitif avec les hypothèses matérialistes devient tout à fait trivial à partir du moment où on considère que le monde physique n'est pas la réalité du monde tel qu'il est en soi, mais n'en est qu'une apparence, une image. C'est ce que les philosophes comme Spinoza, Kant ou encore Schopenhauer, mais bien d'autres, avaient décrit en intuitant que la réalité du monde était de nature spirituelle, de laquelle émergeait une apparence matérielle. Et c'est bien ce que vient de nous confirmer de manière expérimentale le phénomène d'intrication quantique. Il existe une réalité sous-jacente à la réalité physique, qui n'est donc pas physique elle-même, pas matérielle, mais d'une autre nature, plus fondamentale, qu'on peut qualifier d'informationnelle, puisqu'elle doit être constituée d'informations qui sont la source des propriétés que l'on observe, que l'on mesure, et qui définissent le monde physique tel qu'il nous apparaît. Et oui, c'est quoi de l'information, sinon de la conscience? Je veux dire, quel pourrait être le statut d'une information dont personne n'aurait jamais conscience? Et réciproquement, c'est quoi la conscience, sinon de l'information? Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt.